Bonjour à tous, donc dernière vidéo sur l'isostatisme, la numéro 6. Je vais vous présenter les porte-pièces qu'on peut utiliser en fraisage, les différents modèles qu'il y a, hein. Je vais essayer de vous présenter le maximum de choses. Donc, alors, on y va en fraisage. Donc, où se situe le porte-pièce, on voit c'est entre la pièce bien entendu et la table de la machine sur une fraiseuse. C'est ce qui maintient, qui met en position et qui maintient la pièce. On l'avait vu ça. Alors, qu'est-ce qu'il existe? Il existe différents types de porte-pièces. Premier type de modèle, les standards. Donc, je vais vous présenter les porte-pièces standards et c'est essentiellement des étaux. Et puis ensuite, on a deux types de porte-pièces. Donc ça, on va voir ça. Ce qu'on appelle dédiés. Alors dédiés, vous avez deux types de dédiés. C'est les spécifiques et les modulaires. Alors spécifiques, c'est les fabriqués, vous allez voir. Et les modulaires, c'est ceux où on fait un peu de Lego. Et il y a une vidéo qui vous explique, vous verrez, c'est pas mal fait. Les dédiés, il faut bien comprendre que ce sont des porte-pièces faits pour une phase particulière. Ils ne sont utilisables que pour une phase de la pièce. On ne peut pas les réutiliser pour autre chose. Mais vous le comprendrez avec les photos, vous allez tout de suite comprendre. Allez, on y va. Les porte-pièces standards, donc qu'est-ce qu'on a? On a les étaux, la grande famille des étaux. On peut faire du bridage sur table. Il y a les mandrins statiques, c'est-à-dire c'est comme des mandrins de tournage, sauf que c'est pas fait pour du fraisage. Les plateaux magnétiques. On va parler aussi d'ablocage par dépression. Puis je vous ai mis les vieux modèles pour vous montrer ce que vous risquez de trouver dans certains ateliers. Souvent c'est des vieux porte-pièces, mais on les a pas achetés, on les garde, hein. Ils peuvent toujours dépanner. Allez, l'étau à mort plaqueur, bon bah ça c'est celui qui est le plus répandu, hein. C'est le roi des fraiseuses, hein, surtout des trois axes. C'est ce qui a vraiment qu'on retrouve le plus. Donc alors pourquoi mort plaqueur? Parce que les morts ont tendance à avoir un effet de plaquage de la pièce sur le fond de l'étau. Alors, on le verra mieux, je vais vous mettre une petite vidéo après, une vidéo commerciale de la société Gérardi qui fabrique ces étaux, et vous verrez un peu l'action des étaux. Grosso modo, quand on visse, on voit les deux morts, donc si je viens ramener ma souris ici, là, ah, j'ai avancé, les, l'action de force de serrage a tendance à faire légèrement glisser le mort vers le bas et donc du coup de ramener un peu la pièce vers le bas. Donc c'est cet effet de plaquage. On n'a pas ce type d'étau sur les fraiseuses conventionnelles, c'est pour ça qu'on est obligé de beaucoup plus utiliser le rondin, de bien caler la pièce. Voilà. Ici, on retrouve notre étau à mort plaqueur, voilà, donc en serrage de pièces. Donc là, je vais vous projeter la vidéo numéro 1, donc une vidéo commerciale de chez Gérardi. Alors, je coupe la vidéo pour vous expliquer. Donc, ces lardons rectifiés, c'est pour permettre l'alignement dans les rainures de la table, pour le positionnement en Y sur une fraiseuse 3 axes, hein. Quand on met des lardons rectifiés comme ceci, quand on enlève l'étau, si on veut le remettre, on le remettra exactement au même endroit dans la rainure de la table et du coup on aura gagné un temps de réglage. Ce sont les brides. Là vous avez les brides. Alors, ici un montage non plus sur la table mais directement sur une fausse plaque, un peu comme si le système 0.0 que je vais vous présenter. Et vous allez voir que le bridage se fait différemment. Il y a des vis, mais il y a surtout des pions de centrage, hein. Je vais vous montrer, c'est comme des entretoises.
Voilà, là vous avez deux vis avec des pions rouges, des entretoises de centrage qui elles ont une cote bien précise. Hein. N'oubliez jamais que des vis ne servent pas à positionner. Si avec des vis on ne serait pas très précis au niveau position. Alors que là, la plaque qu'on vous présente en dessous, on voit bien que c'est tout ce qui est mis en rouge, surligné en rouge, c'est que c'est une cote très propre, donc avec une cote très serrée. Et de la même manière, sur les deux vis, là on a mis une entretoise avec des cotes serrées aussi. Donc l'ajustement est nickel. Donc ce modèle est un peu différent de celui de l'atelier. Vous avez vu, nous on a une tige, une grosse tige qu'on doit mettre pour régler la longueur de l'étau. Là c'est un système à vis. Regardez, hop, vous avez vu l'effet de plaquage, je vous le remets. C'est ce que je veux vous montrer. Regardez bien les morts au moment où on serre la vis. Ils vont avoir tendance à descendre. Vous avez vu, hop. Voilà, en même temps que ça pousse, ça va descendre la pièce et ça va la plaquer. Alors, on peut bien entendu enlever les morts. Ce modèle, il se retourne. Rouge, ça veut dire que c'est précis. On se recale nickel. Surface rectifié aussi. Donc ça c'est le système de réglage de longueur du mort mobile. Donc là on inverse le mort sur ce modèle là et regardez, hop, on a une petite prise simplement, vous avez vu. Ensuite vous avez le mort mobile qui est en V, donc on peut prendre des pièces cylindriques dans le sens horizontal à la verticale. Là on vous montre qu'on peut en mettre 3 d'étaux à la suite, même plus, hein, pour augmenter la longueur de serrage. On peut bien entendu changer le type de mort en fonction de l'utilisation qu'on va en avoir. Ça c'est une embase, c'est des accessoires les taux qui vous permettront d'orienter les taux. On ne sait jamais, on peut avoir besoin de l'orienter. Donc ça, tous les accessoires, faut acheter ces accessoires bien entendu. Et puis on se met, là ce serait pour un 4 axes horizontal. Hein, ça fait penser à notre CUH. Vous voyez, il y en a 4 faces. Et la modularité, on vient monter un étau sur une équerre. Alors, on va revenir à notre diaporama.
Alors, oui, là je vous ai monté, vous avez un étau à mort plaqueur orientable, hein, un peu plus vieux au niveau conception que celui que vous venez de voir, bien entendu. Toujours de chez Girardi, là je vous ai montré, donc il existe après des démos multimorts, c'est-à-dire que, vous voyez, c'est un étau qui est plus long, on peut mettre plusieurs pièces. Sur ce modèle, on peut régler différemment, on peut avoir des pièces de longueur différentes. C'est vraiment l'idée générale dans les porte-pièces, ils essayent de faire en sorte que ça soit le plus modulaire possible et le plus facile à régler, le réglable le plus facilement possible. Donc même principe, en fait quand vous venez serrer ce qu'ils appellent le movable jaw, c'est-à-dire le mort mobile, l'action de la vis, puisque c'est une vis qui est à la verticale, va avoir tendance à la fois à faire avancer le mort et le descendre. Donc effet de plaquage toujours. Donc là, je vous ai remontré vous avez vu ces photos dans la vidéo, mais ça, vous n'aviez pas vu les petites touches là. Ça, c'est une possibilité qu'offrent certains fabricants. Vous avez des petits pions comme ceci qu'on enlève. Et du coup, regardez, on voit la pièce après. On peut se créer des angles si vous voulez dans le mort. C'est pas mal fait ça. Voilà pour les étaux classiques. Là, l'étau 5 axes. Alors pourquoi on parle d'étau 5 axes? Parce que sur une fraiseuse 5 axes, il faut monter des étaux différents. Quelle est la problématique? En fait, l'outil va venir tourner autour de la pièce. Donc du coup, il faut bien imaginer qu'au-dessous de l'étau, là, on a la table de la machine. Et quand l'outil vient, par exemple, sur cette face de la pièce, la broche de la machine risque de toucher la table. Donc il faut en fait dégager la pièce en Z. Il faut qu'elle soit remontée. C'est pour ça que c'est des étaux qui sont hauts, vous voyez. Donc là, c'est un modèle de chez Schunk. C'est un fabricant de systèmes de bridage. C'est un étau donc, pour des machines 5 axes. Il est celui-là dynamométrique, c'est-à-dire que le couple de serrage est réglable. Et puis, comme la plupart des 5 axes maintenant, on ne le voit peut-être pas très bien sur la photo, mais en fait, la prise de pièce est très petite. C'est-à-dire que là, c'est leur mordou qu'ils ont mis dessus. On va serrer une pièce sur 5 mm seulement. Et l'effort maxi de serrage peut être de 4 tonnes. Donc 4 tonnes sur 5 mm, je peux vous dire que la pièce ne bouge pas. Sur les morts durs, le jeu de morts durs, on serre sur 3 mm de hauteur et toujours avec 4 tonnes de serrage. Donc c'est super efficace comme matériel. Alors c'est pas les seuls à en faire, hein. Je vous présente celui de chez Schunk, mais c'est pas les seuls, hein. Alors, maintenant, on parle plus des étaux, on va parler d'un autre système de, on va dire un porte-pièce. Bah, c'est le bridage sur table, tout simplement, hein. On va venir monter notre pièce, donc directement sur la table. C'est en règle générale très souvent de la pièce unitaire ou de la petite série, hein. On va pas, si on doit faire de la grande série, on se monte pas sur la table, hein. Tout simplement parce que le système de bride à monter, à desserrer, c'est toujours un peu long. Donc pour faire du montage sur table, on utilise l'appui-plan de la table très souvent. Ou des fois, là sur les pièces qui sont montrées en photo, on a rajouté des cales dessous pour rehausser la pièce. Et puis après, on vient effectuer le serrage grâce à des brides. Donc les brides, c'est quoi? Je vous ai mis un petit schéma, il y a une règle de bridage. Donc vous avez la pièce, vous voyez, vous avez une cale, la vis et puis la bride. Donc la chose à respecter, il faut vraiment que A c'est pas égal à B, c'est une erreur là. C'est A doit être supérieur à B. Il faut que la distance entre votre vis et votre cale soit supérieure entre la distance, la vis et la pièce. Sinon vous allez avoir des problèmes. Bon, mais ça j'allais dire, c'est intuitif presque. Les mandrins statiques. Donc celui-ci, on voit qu'il est équipé de deux bouches d'entrée et de sortie, donc c'est qu'il est automatisé, donc il peut être actionné par de l'air comprimé, j'imagine, pour avoir un serrage automatique. Donc on parle bien de mandrins statiques, c'est-à-dire que c'est des mandrins qui ne font pas fait pour tourner. On est bien d'accord, il ne faut pas aller les mettre sur une machine de tournage. Ensuite, vous avez les plateaux magnétiques. Alors, qu'est-ce que c'est que les plateaux magnétiques? Ce sont des systèmes d'aimants, en fin de compte,
plateau magnétique, on vient aimanter la pièce. Donc avantage de ces systèmes, c'est que on n'a pas on n'a rien qui serre la pièce sur les côtés, donc ou dessus, donc ça laisse beaucoup de place pour usiner. L'inconvénient, c'est que vous ne pouvez toujours, sur ce type de système, il faut mettre des grandes surfaces, des petites pièces. C'est-à-dire que pour que ça aimante bien, il faut que la surface d'aimantation sur laquelle on aimante soit grande par rapport à la proportion de la pièce. Si c'est petit, ça ne va pas le faire. Ça, c'est le premier inconvénient. Et le deuxième inconvénient, c'est que vous ne pourrez aimanter que des matières à base de fer. Hein. Les autres ne s'aimantent pas. Voilà. Ensuite, il y a de la blocage par dépression. Alors bon, moi j'en ai jamais fait. Hein. Les menuisiers le font beaucoup. C'est-à-dire, en fait, c'est un peu le principe d'une aspiration. On vient créer un vide entre la pièce et et des ventouses, et du coup, la pièce se bloque tout simplement, comme s'il y avait des ventouses. Ouais, je vais résumer ça, ça sera plus simple. C'est des ventouses qui créent une dépression et qui qui créent un peu de vide entre la pièce et la table. Et du coup, c'est un peu, ça fait penser au plateau magnétique. Ça a les mêmes avantages, sauf que ça n'a pas les inconvénients euh, des matières ferreuses ou non ferreuses. Voilà. Bon, ça, c'est les grands principes des porte-pièces standards. Toujours en de la blocage par dépression, vous voyez, alors là, c'est carrément de la tôle. Allez, les vieux modèles, donc là je vous ai fait un petit florilège de ce que vous allez peut-être retrouver dans les ateliers. C'est des porte-pièces qui sont beaucoup moins, qui ont moins d'utilité maintenant parce qu'en fait, vous voyez, il y a beaucoup de plateaux tournants, tables sinus qui permettent de mettre de l'angle à la pièce. Et ça, avec l'avènement des machines multi-axes, on en a moins besoin qu'avant. Hein. Donc c'était beaucoup utilisé quand on utilisait les machines conventionnelles. Après, bon, bah, c'est l'outillage des porte-pièces, vous les avez dans un atelier, vous n'allez pas les jeter. Hein. Ça peut toujours dépanner, ça peut toujours servir, même sur une CN. Hein. Voilà, faut pas se débarrasser de ces choses-là. Donc un plateau, ça c'est pour du fraisage, plateau tournant vertical, tournant horizontal, un plateau un diviseur. Et ben nous on en a, tiens, dans l'atelier sur une des vieilles fraiseuses conventionnelles, on en a un diviseur, on s'en sert parfois. Hein. C'est un mandrin c'est un mandrin statique comme un mandrin de tour, on met une pièce cylindrique dedans et du coup ça permet de fraiser directement sur la pièce. Plateau orientable, table sinus, alors mince. Ah. Les tables sinus, c'est bien utilisé en rectification. Sur les rectifieuses planes, ça c'est encore bien utilisé. Porte-pince, l'idée c'est de mettre un porte-pince sur une fraiseuse, donc monter une pièce cylindrique dedans. Ensuite étau orientable sur berceau, et puis vous avez un autre étau orientable en bas. Là la bande me manque, le nom. Voilà pour les vieux modèles. Alors maintenant, on va passer, donc on vient de faire tous les porte-pièces standards. On va voir ensemble les fameux porte-pièces dédiés. Donc, et les deux types de porte-pièces dédiés. Les premiers, c'est les porte-pièces spécifiques. Je vais les appeler fabriqués. Et enfin, on verra à la suite les porte-pièces modulaires. Donc, à droite, vous avez une 3D d'un modulaire. Et à gauche, vous avez une 3D d'un porte-pièce spécifique. Alors, comme son nom l'indique, spécifique fabriqué, c'est un porte-pièce qui est fabriqué exclusivement pour un usinage, bon, pour une phase de fabrication. Donc très souvent, très sincèrement, c'est pour de la pièce qui vient de fonderie. Hein. Et regardez, là, le bloc là, a été usiné dans la masse, ça a été fait sur mesure. Alors là, a priori, je pense qu'il y a le système de bridage en noir là, ce sont des éléments standards à mon avis qui s'achètent quand même dans le commerce, on peut les acheter dans le commerce. Mais ce qu'il faut bien retenir, c'est que c'est fabriqué. Donc là, celui-là est relativement simple, mais regardez, alors bon là c'est de la 3D, on se rend compte que la pièce est plus complexe. Mais regardez déjà ce porte-pièce. Il commence à être sérieux, donc là c'est pour l'automobile, sûrement des carters en aluminium pour l'automobile.
Et on voit que déjà ça fait déjà un bel ensemble. Et en plus, le bridage peut être automatisé aussi. Automatisé, c'est-à-dire que c'est pas un opérateur qui va venir avec sa clé et desserrer les brides et les remonter. L'idée, c'est que quand on en vient à faire des porte-pièces spécifiques comme ça, c'est pour de la grande série. Hein, parce qu'il faut amortir, c'est ce que je vous expliquais dans le cours, il faut amortir le coût de fabrication. Donc quitte à faire, on va essayer aussi de l'automatiser pour gagner encore plus de temps au niveau du serrage. Et puis voilà, un autre porte-pièce spécifique pour l'aéronautique cette fois. Donc on voit bien là tous les tuyaux qui passent. Hein, c'est le système qui amène les fluides pour le serrage et desserrage des pièces. Voilà. Donc on se rend compte quand on voit ça que c'est des porte-pièces complexes qui ont ça a un sacré coût. Hein. Donc il y a des entreprises qui sont spécialisées qui peuvent faire les porte-pièces, mais souvent il y a aussi les entreprises qui fabriquent de la pièce, qui usinent de la pièce qui vient de fonderie peuvent avoir leur propre service de fabrication au moins de conception de porte-pièces. Hein. Ils ont des services qui conçoivent eux-mêmes leur porte-pièces. Donc voilà pour les porte-pièces fabriquées. Maintenant, on va parler des porte-pièces modulaires. Les porte-pièces modulaires, ce sont des... L'objectif, c'est de faire toujours de la mise en position, de maintien en position. Mais l'avantage, c'est que c'est un peu comme les Lego. On va utiliser des éléments standards. Là, on voit une photo là à gauche. Et grâce à ces éléments standards, on va pouvoir construire un porte-pièce. Mais il sera surtout démontable. C'est-à-dire que on va réaliser la mise en position et le maintien en position, on va fabriquer notre série, puis une fois qu'on aura fabriqué notre série, on pourra tout redémonter, et puis si on veut le remonter un jour, on remonte tout. C'est surtout qu'on va pouvoir la réutiliser pour une autre fabrication. Donc là, ça va être intéressant ce type de porte-pièce pour justement de la moyenne série, de la petite série. La petite série sur de la pièce qui vient de fonderie, ouais, là c'est intéressant parce que on va pas fabriquer un porte-pièce comme on a vu avant, dédié, fabriqué qui a un sacré coût. Alors que là, on peut amortir les coûts grâce au réemploi des éléments. Donc voilà deux autres exemples et puis de porte-pièces modulaires. Et rien de tel qu'une petite vidéo que j'ai trouvée là sur le site de chez Alder. Alder, c'est un fabricant de systèmes modulaires. Et vous allez voir, c'est très bien fait, très bien expliqué. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation sur les solutions de bridage mécanique pour l'usinage et plus particulièrement les solutions de bridage modulaire. Dans un premier temps, nous allons vous expliquer le concept du modulaire, puis dans quel cas vous pouvez l'utiliser et ensuite les différents systèmes qui existent. Qu'est-ce qu'un système de bridage modulaire ? Il s'agit d'un système de mise en position et bridage de vos pièces à usiner dont les éléments s'assemblent rapidement, avec précision et rigidité. Il s'adapte à tout type de pièces ou usinage. Avec les composants, vous créez votre montage, comme un montage dédié. Et quand vous souhaitez passer à une nouvelle pièce ou une nouvelle OP, il vous suffit de démonter les éléments et de créer un nouveau montage. Il existe deux grandes familles de systèmes de bridage modulaire. Le système à trous et le système à rainures. Les deux systèmes se composent de plateaux en acier trempé, rectifiés, et dont les tolérances sont au centième, pour un positionnement précis. Alors, je fais une petite pause. Détail du système à trous. Vous voyez, la précision entre chaque trou, c'est plus ou moins 1/100. Dimension des trous, donc c'est de la vis de M16. Guidage 16 F6. Alors, j'ai pas les tolérances du diamètre 16 F6, mais c'est hyper précis. C'est une qualité 6. Et puis la perpendicularité des équerres, donc des éclairs à trous. Les équerres, ce sont les gros blocs en acier là qui sont rectifiés et elles sont de 1/100 sur 200 mm. Hein. C'est-à-dire qu'ils donnent pour une longueur de 200 mm, vous aurez un défaut de 1/100 en équerrage, ce qui est bien. Hein. Il existe deux tailles pour chaque système, qui va être en fonction de la taille des pièces à usiner. Le système à trous se compose d'une matrice avec des trous taraudés et guidés. À l'aide de vis de serrage rectifiées, vous allez pouvoir positionner très précisément vos éléments.
Il offre une très bonne répétabilité car vous allez pouvoir très facilement reproduire un montage à l'identique. En revanche, il offre moins de flexibilité que le système à rainure. Par exemple, si vous aviez un appui-pièce imposé au plan qui ne tomberait pas dans l'axe d'un trou taraudé, vous devriez utiliser des éléments intermédiaires à rainure pour faire un réglage plus précis de vos éléments. J'interviens. L'appui, là, elle disait si vous avez un appui qui vient au plan, l'appui au plan, c'est le fameux isostatisme. Hein. Donc là, on va vous imposer un isostatisme, surtout sur des pièces de fonderie, parce que vous allez voir, je l'arrêterai après, mais les pièces de fonderie, elles ont souvent des points prévus exprès à la conception pour l'isostatisme, justement. Passons maintenant au système à rainure. Il est équipé de rainures en X et en Y. Là, on est ici sur un plateau avec des entraxes de 70. C'est le système le plus utilisé aujourd'hui parce qu'il offre le plus de possibilités. Vous allez pouvoir positionner vos éléments où vous le souhaitez, soit vos appuis, butées ou système de bridage. Les deux systèmes peuvent être équipés de locating et de centreur pour un positionnement rapide dans votre machine. Vous pouvez alors travailler en temps masqué pendant qu'une pièce est en train d'être usinée et de réaliser votre montage pour l'autre pièce. Vous pouvez également les équiper en système 0.0, ce qui va vous permettre de gagner encore plus de temps au niveau de vos changements d'outillage, avec un positionnement précis et un bridage rapide de vos montages. Alors ça, l'histoire, elle vous a dit qu'ils peuvent être équipés d'un locating et d'un centreur. On l'a vu en isostatisme, ce que c'était. Et l'idée, c'est quoi? C'est un peu comme la vidéo de l'étau, là, les deux vis. Quand je vous montrais des vis avec des entretoises, ça aussi, ça faisait office de locating dans une plaque, dans la plaque qu'on mettait l'étau. Hein. Et ben là, ça serait le même principe. Donc du coup, l'avantage, c'est quoi? C'est quand on vous dit ça, c'est que on peut travailler en temps masqué. Imaginons que la machine fasse une production à A. Pendant ce temps-là, vous êtes comme la dame là, en train de préparer la production B. Et dès que la production A est finie, vous avez fini votre montage. Et ben il n'y en a pas pour longtemps. Vous allez vite vous repositionner exactement au même endroit sur la machine. Et du coup, vous allez gagner du temps au niveau des réglages pour trouver les origines surtout. De la même façon, on a parlé du système 0.0, donc ça je vais l'aborder à la fin, c'est des systèmes qui commencent, on en voit de plus en plus dans les entreprises, je vous présenterai ce que c'est. Nous allons maintenant détailler les différentes étapes de la réalisation d'un montage modulaire. Pour commencer, l'étude 3D. Comme pour un montage dédié, le service des méthodes va concevoir le montage en tenant compte de la machine, des types d'usinage à réaliser, des passages d'outils et déterminer le nombre d'OP. Et cela passe par une étude 3D. Là encore, l'avantage des systèmes modulaires est que tous les composants sont standards. Il suffit d'importer les modélisations 3D et créer vos assemblages. Vous pouvez ensuite transmettre les plans aux techniciens pour la réalisation du montage. Maintenant que vous connaissez les différents systèmes modulaires, nous allons voir ensemble les éléments de fixation et de construction. Les éléments de fixation. Vous avez les lardons rectifiés pour un positionnement précis des composants. Vous avez aussi les lardons classiques avec plus de jeu pour le serrage des éléments. Les éléments de construction. Les utilisations sont multiples. Vous pouvez créer du volume à votre montage. Vous pouvez réaliser une équerre pour faire des usinages en passe-travers. Vous pouvez également créer des supports pour vos appuis, butées ou éléments de bridage. Ils vont vous permettre également d'apporter de la rigidité à votre montage, notamment quand les efforts d'usinage sont importants. Vous pouvez également usiner dans un centre horizontal. Maintenant, place à l'assemblage. Voici la pièce que nous allons brider. Donc on va commencer par sélectionner nos appuis. Donc il y a 3 types d'appuis, les appuis bombés, striés et rectifiés. Là dans notre cas on est sur une pièce brute, donc on aurait pu sélectionner des appuis bombés. Mais on a des opérations de perçage à effectuer, donc avec des efforts latéraux importants.
Donc on va plutôt s'orienter vers un appui strié pour avoir une meilleure imprégnation dans la pièce. Si on avait eu une pièce usinée, on se serait orienté plutôt vers un appui rectifié pour avoir une meilleure répétabilité. Une petite parenthèse, quand elle parle d'appui, c'est bien la MIP. Elle va réaliser la MIP, les appuis. Et la MAP, ça sera le serrage. Donc j'ai différentes hauteurs au niveau de mes appuis. C'est pour ça qu'on va faire un assemblage d'un sous-ensemble pour venir à la bonne hauteur, pour venir positionner notre pièce. Je reviens sur les touches, bombé, strié, rectifié. Rappelez-vous, ça rappelle le cours sur la symbolisation technologique que vous avez vu juste avant, avec les 4 symboles à décoder. Et ben c'est ça, une touche bombée, une touche triée, une touche plate. On est en plein dedans. Donc je vais prendre une réhausse. Je vais mettre un lardon, donc un lardon simple, parce que j'ai pas besoin de venir me positionner précisément. Je vais juste venir l'utiliser pour faire mon serrage. Je rajoute une rondelle pour venir à la hauteur désirée, qui elle-même est rectifiée pour garder une bonne précision. Et je viens prendre mon appui strié que je viens serrer. Je vais venir positionner mon premier appui. Hop. Et j'ai préparé mes 2 autres assemblages pour mes 2 autres points d'appui. Donc on va en mettre un par ici. Et le dernier. Voilà. Voilà, j'ai bien positionné ma pièce. Maintenant, je vais pouvoir venir serrer mes appuis. Petite remarque, les 3 appuis, vous avez bien vu, ils enlèvent une translation de rotation, ce qui nous fait un appui plan. Ils ne sont pas sur le même plan, mais ça a le même effet. Ils enlèvent bien cela, une translation et 2 rotations à la pièce. Nous allons passer à la deuxième étape de notre montage mécanique, la mise en place des butées. Donc on va placer 2 butées sur ce côté-ci de la pièce et une butée ici. Donc 2 butées sur ce côté-là qu'on voit, c'est 4 et 5, c'est l'équivalent de l'appui linéaire. Et la dernière butée de l'autre côté, 6, l'équivalent de l'appui ponctuel, c'est un appui ponctuel. Donc on a bien nos 6, on est en train d'éliminer les 6 degrés de liberté. On va faire un assemblage aussi comme pour nos appuis pour arriver à la hauteur désirée. Je vais utiliser un élément qui va me permettre de placer plus précisément ma butée pour venir exactement à l'endroit désiré. J'utilise ensuite un lardon pour faire le serrage. Ce dernier élément va me permettre de mettre en place ma butée, donc, que l'on a choisi striée et oscillante pour s'adapter à la forme de ma pièce. Mes 2 autres butées sont déjà assemblées, je vais les mettre en position. Donc la deuxième que je viens placer ici. Et la troisième à côté. Notre pièce est positionnée, nous allons pouvoir passer au bridage. Je sélectionne mes éléments de bridage en fonction du dégagement de ma pièce et en faisant attention aux collisions avec les outils. Là, nous avons sélectionné un vérin pivotant qui est pratique à utiliser parce que orientable à 360 degrés. Il va nous permettre de bien nous placer au niveau de notre pièce. Et pareil, là, j'ai des points de bridage avec des hauteurs différentes. Donc, je vais faire un assemblage également pour venir trouver la bonne hauteur. Donc, j'assemble avec
une rehausse de vérin et avec mon lardon qui va me permettre de faire le serrage. Et je viens positionner je vais maintenant positionner mon deuxième vérin. Et le troisième. Et je viens serrer mes éléments. Et je finis mon bridage en faisant le serrage de mes vérins. Ma pièce est bridée et peut maintenant être usinée. Juste une petite remarque, vous remarquez que les serrages sont bien, les trois serrages là, ils sont en face des trois appuis, hein, pour éviter les déformations de la pièce. Autre chose, le serrage se fait avec une clé de façon manuelle, donc c'est pas un système prévu pour de la très très grande série, hein. Par contre, pour la petite et moyenne série, ouais, c'est bon, ben, on peut s'accorder de perdre quelques secondes pour serrer et desserrer. Notre montage est à présent terminé. Dans certains cas, vous pouvez avoir des problèmes de vibration sur votre pièce. Et là, en plus de nos 3 points d'appui, on peut rajouter des touches supplémentaires pour pallier à ce phénomène. Ici, on va utiliser notre vérin d'appui, mais il existe d'autres solutions que nous pourrons vous présenter plus tard. Donc, je vais le fixer sur le plateau pour vous faire voir le mécanisme et comment ce vérin fonctionne. Donc là, je suis en position débridée. Hop, je vais venir d'abord me mettre en contact sous ma pièce. Et ensuite, je vais venir bloquer ma position. Donc je vais le déverrouiller. Hop, il va revenir en position initiale. Donc là, j'ai un trou taraudé qui va me permettre de mettre une touche supplémentaire si besoin. Donc ici, ma pièce a une hauteur assez élevée, donc on va rajouter une petite touche pour arriver à la hauteur voulue. Nous allons maintenant venir mettre en place notre vérin d'appui sous notre pièce. Je vais venir mettre ma touche en contact et ensuite bloquer la position. Voici d'autres exemples d'applications sur nos systèmes de bridage modulaires. Ici, le petit modèle de notre système à rainure avec des entraxes de 40 mm. Il est dédié pour les pièces de petite dimension. Le système à trous, on va débrider la pièce. La pièce est positionnée avec un centreur et un locating et maintenue avec des vérins pivotants et une bridanée positionnée sur des éléments intermédiaires à rainure pour un réglage plus précis. Un dernier exemple. Ici, nous avons utilisé nos éléments de construction pour réaliser une équerre, car nous sommes sur une application avec une broche horizontale. On a utilisé 2 demi-sphères en guise de butée et on retrouve nos 3 appuis en vis-à-vis avec nos vérins pivotants. Voilà un exemple des possibilités des systèmes de bridage modulaire. N'hésitez pas à nous soumettre votre projet et nous étudierons en... Voilà, donc on revient au PowerPoint. Vous avez vu, le tuto est pas mal fait là. Ça, en tout cas, j'espère que ça vous a permis de mieux comprendre ce que c'était que le montage modulaire. Si maintenant vous voulez en apprendre un peu plus, allez sur leur site, là, Alder. Ils ont encore des vidéos qui parlent des problèmes de vibration, etc. Donc n'hésitez pas à aller sur leur site. Bon, on a bientôt fini. Il me reste plus qu'à vous présenter du coup ce fameux système point zéro. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est une interface entre la table de la machine
et le porte-pièce. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais vous mettre tout de suite, alors là j'ai des photos, on les regardera, je vais mettre tout de suite la vidéo qui présente les systèmes, ça sera peut-être plus clair comme ça. Et on parlera après des avantages, des inconvénients. Voilà, donc le système point zéro, c'est l'interface là qui reste fixe sur la table, qu'on vient fixer sur la table. Ensuite, il est alimenté là par de l'air comprimé pour le serrage et le desserrage des éléments standards qui viennent dedans. Donc là, c'est chez Schunk et il y a plusieurs modèles présentés. Vous avez 1, 2, 3 ou 4 éléments de base. Et après, alors là, attendez, on a loupé des choses, voilà. Donc même principe, on met des éléments de base qu'on brise sur la table et après on vient très rapidement et très facilement ajouter, alors là c'est des petits morts, comme on a vu un étau avec plusieurs morts, hop, on vient mettre alors là 3 mandrins statiques, des petits étaux, plusieurs petits étaux à la suite, et ça va vite à monter démonter, c'est le gros avantage. Hein. Et aussi pour retrouver les références machines, c'est rapide. Donc là on peut carrément démonter l'équerre, changer d'équerre. Sur un côté on a un étau, de l'autre côté des mandrins, de l'autre côté des petits étaux. On enlève tout ça, on change de palette. Ça c'est un plateau magnétique. Donc là l'idée de tout ça dans la vidéo là, c'est de comprendre que c'est très modulaire, très rapide à changer. Alors un étau 5 axes, comme c'est le même que je vais présenter. Un autre étau avec un système de retour. Ça, là, regardez, on met directement. Alors, ouais, alors, je vais vous présenter ça, je reviens peut-être en arrière. Là, l'idée, c'est que c'est des tirettes qui viennent directement dans la pièce. C'est-à-dire qu'au préalable, il suffit sur une pièce de lui faire 2 trous taraudés espacés de la distance des deux socles de base, là. Et on vient mettre des tirettes directement dans la pièce. Et là, du coup, pour le 5 axes, par exemple, ça offre encore plus de dégagement qu'un étau 5 axes. Donc là, c'est encore, on est encore au-dessus. Alors par contre, après, restera dans la pièce, sauf si on se fait une semelle ou je ne sais quoi, les trous taraudés.
Donc là, c'est pour des machines 5 axes, mais qui peuvent faire du tournage en réalité. Vous voyez, le plateau tournant, on est capable de faire du tournage. Donc, d'ailleurs, c'est bizarre, ils ont laissé l'outil de fraisage. On peut monter un outil de tournage là-dessus pour faire du tournage vertical. Voilà pour cette vidéo. Donc, je vais revenir sur la diapo parce que maintenant, je vais vous présenter un peu plus. Alors du coup, ce système point zéro, vous l'avez compris, c'est l'interface entre la table et le porte-pièce. Ça change très rapidement. Ça, c'est super rapide, hein. Il y a un très bon repositionnement. Alors là, sur les modèles, je crois que c'est moins de 5 microns en repositionnement. C'est-à-dire quand vous enlevez le porte-pièce, vous en remettez un autre ou vous remettez le même, peu importe, il va se repositionner à 5 microns près. Donc ça commence à être sympa. Du coup, les avantages, c'est que c'est simple à utiliser. Ça évite de re-régler la machine. Une fois que vous avez trouvé une référence sur ces points zéro, et ben après, on n'a plus de pref à faire, on s'embête plus, quoi. Là, c'est super pour ça. C'est modulaire, vous avez vu, hein. On peut facilement passer d'un système où on met un étau, on met un mandrin, regardez là sur la photo de droite, celui qui est à gauche ici, là, mince, à chaque fois que je clique, ça fait la diapo suivante. C'est un système qui permet de se retourner à 90 degrés. On monte un étau par exemple là-dedans, là c'est pas mis, mais ils mettent un étau, on fait le premier côté, et après boum, on peut basculer à 90 degrés et l'étau est directement à 90 degrés. Ben c'est sur la photo du milieu, on le voit qu'il est... Voilà l'étau. La photo du milieu, l'étau est à 90 degrés. Et alors que la photo de droite, il est à 0 degré, on va dire. Et pour qu'il vienne à 90, on se met dans le système à renvoi. Voilà. Donc il y a ces avantages. Un autre avantage que j'ai vu aussi, moi c'est dans une entreprise, des entreprises qui faisaient du moule. Des moules, donc des pièces sur des 5 axes qui sont un peu longues à faire, qui mettent du temps à usiner, puis c'est pas évident d'aller contrôler un moule, ça vous en avez bien conscience. Donc du coup en général le moule après faut le passer sur la MMT. Et ben là ce qu'il faisait c'est que donc le moule était monté, je sais plus si c'était des systèmes de tirettes comme je vous ai mis là directement dans le moule, hein, c'est possible, je me rappelle plus honnêtement. Mais le truc, c'est que avec un système point zéro, il y avait un système point zéro sur la table de la machine, comme à la photo de gauche, mais il y en avait un autre sur la MMT. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on passait de la machine à la MMT, on se mettait dans les interfaces, dans les systèmes point zéro. On avait fait un premier usinage de la pièce, on la mis à la MMT. La MMT prenait ses mesures, faisait la comparaison avec le modèle numérique, la CAO, et du coup donnait directement les erreurs. Et du coup on allait se remettre dans la machine dans le système point zéro. Et on avait beaucoup moins de déperdition grâce à la très bonne répétabilité que si on avait dû démonter la pièce du système, du porte-pièce pour la mettre sur la MMT, la caler, etc. Beaucoup plus rapide. Et puis on est vachement mieux en précision. Donc voilà, ça c'était pour les avantages. Les inconvénients, ben, ce sera toujours un peu le prix parce que c'est quand même pas donné ces systèmes. Et puis deuxième inconvénient que j'y vois, il y en a sûrement d'autres, hein, il y a peut-être d'autres avantages d'ailleurs que j'ai pas vu, c'est que pour l'instant il n'y a pas de normes dans ces produits, c'est-à-dire que chaque fabricant a sa propre norme. C'est-à-dire que si vous achetez un système point zéro chez un fabricant, ben après vous êtes obligé d'acheter tous les éléments chez lui. Vous n'allez pas aller chez l'autre fabricant. C'est pas comme quand vous achetez un disque dur USB que vous pouvez monter sur n'importe quelle prise USB. Il n'y a pas de standard si vous voulez. Donc voilà un des inconvénients. Voilà. Et là on voit d'autres photos donc sur les systèmes point zéro avec les membrins. Des membrins, des étaux. Et puis oui justement, bah tiens là il y a la photo en haut à droite là, en fait c'est bien aussi ça système point zéro pour la robotisation. Effectivement, ouais,
chez Schunk, là justement, il y a une autre vidéo que je ne vais pas vous présenter, vous pourrez aller voir sur leur site, où ils présentent justement le système de... C'est des robots qui passent les tables, les palettes, quoi, l'équivalent des palettes de machine en machine. Et ça, donc, c'est aussi le système 0.0, c'est bien si c'est robotisé. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de pas mal de systèmes. Hein. Honnêtement, il y en existe d'autres, il y en aura toujours d'autres. Il y a forcément d'autres systèmes qui existent que je ne connais pas. Mais bon, là, vous avez quand même fait le tour de pas mal de systèmes existants. Et c'est déjà une bonne base de début pour vous. Voilà, allez, à bientôt.